Nourri de passion et d'enthousiasme, l'extraordinaire, accompagné de choix courageux, entouré de bienveillance, pourra éclore et donner naissance à des chemins insoupçonnés. Les fausses notes, les chutes, les obstacles sont autant d'occasions de grandir, de se renouveler. Il faut oser. Allez à la rencontre de vos rêves, de vos projets. Rêvez-vous et marchez. Jacques Séguéla, fils de pub. Mais je suis fils de Sud avant d'être fils de pub. Parce que j'ai eu la chance de passer mes 20 premières années à Perpignan, pratiquement à Barcelone, pratiquement dans la Méditerranée. Et donc j'ai ce côté latin qui me permet de me protéger des parisiennetés. J'essaye d'avoir un équilibre alimentaire, sans faire de régime, manger de tout un peu, voilà, mais pas de tout beaucoup. De bien dormir, c'est le secret. L'idéal, 8 heures, 7 heures ça va, 6 heures, c'est comme 3 verres, bonjour les dégâts. 6 heures, c'est bonjour les dégâts. Et puis, de la gym. J'ai fait 2 fois 1000 abdos par semaine et 2 fois 100 pompes par semaine. Et voilà le mec. Moi, si tu veux, je ne travaille pas. Je m'amuse à travailler. J'ai honte de dire ça. Mais, tellement de travaux qui sont difficiles, pénibles, que les gens n'aiment pas, tellement de professions. Les gens, moi, mon rêve de ma vie, c'était publicitaire. Et à 85 ans, je suis toujours publicitaire. Donc, c'est un bonheur absolu. Mais je travaille. Tous les jours, je suis au bureau à 10 heures. Je m'en vais à 20 heures. Et je travaille 4 heures le week-end, j'écris mes livres, donc 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, c'est très réglé. Moi, je suis un créatif, donc un homme de rupture, un homme d'instinct, un homme de jaillissement, mais très organisé. Moi, d'abord, je pense que c'est vrai de tout le monde, mais c'est très vrai avec l'âge. Tu vois, mes parents m'ont quitté il y a déjà presque 20 ans. Parce que j'ai déjà l'âge d'être grand-père, je suis d'ailleurs grand-père, je pourrais même être arrière-grand-père, je pourrais même être arrière-arrière-grand-père. Et donc j'ai mes parents qui sont à côté de moi. Ils sont là, mon père est là, ma mère est là, et je leur parle, et ils me répondent. Donc je m'accroche à ça. Et puis, quand c'est trop dur, moi tu sais, je n'ai qu'un plaisir dans la vie, c'est aller sur mon petit bateau. C'est pas du tout un yacht, c'est un petit bateau, je le conduis moi-même, un paquet de marins dessus, etc. Et être sur la mer, traverser la Méditerranée, tu vois, ou naviguer. Hein. Et donc, je ferme les yeux et moi, je vois la mer. Et je suis sur la mer. Il y a 3 types d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Mais moi, je fais partie de ceux qui vont sur la mer. Moi, déjà, je n'ai pas de regrets. Hein, je pense que la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Donc, je ne cultive que mes rêves. Qu'est-ce qui m'agace dans le monde? Qu'il y ait si peu de générosité. Je me souviens de Coluche qui m'a raconté une histoire horrible quand j'ai fait pour lui la première campagne des Restos du Cœur. Il m'a dit, tu sais ce que c'est le Français d'aujourd'hui? Le Français d'aujourd'hui, c'est un mec qui marche le long d'une rivière. Et dans la rivière, il y a un autre mec qui se noie et qui crie help, help, help. Et le mec qui est sur le bord de la rivière, une espèce d'imbécile, au lieu d'apprendre l'anglais, il fallait apprendre à nager. Bon, moi, c'est ça qui me révolte. Tu vois, qu'il n'y ait pas plus de solidarité humaine à tous les niveaux. Bon, tu me diras que c'est d'une naïveté totale, tu me diras que c'est la première pensée que l'on peut avoir. C'est quand même la plus importante. Tu vois, je crois à la générosité. Je crois d'ailleurs que si générosité rime avec créativité, c'est pas par hasard. Et tu vois que plus tu donnes à la création, plus elle te donne. Plus tu l'aimes, plus elle t'aime. Plus tu la cultives, plus tu te cultives. Donc c'est dans cet échange, dans cette façon de donner, moi je dis comme un imbécile, je dis oui à tout. Je finis crevé parce que même un jeune étudiant va arriver là dans 10 minutes.
et il va me prendre 20 minutes pour préparer sa thèse ou travailler avec lui sur sa thèse. Moi, je ne dis jamais non. Je ne dis jamais non, sauf quand je suis totalement débordé. Et j'essaye de garder 20% de mon temps pour les jeunes. Parfois, je peux les débloquer. Il y en a beaucoup qui viennent pour que je leur trouve un job. Alors, je ne peux pas tous les engager dans l'agence, bien sûr. Mais j'essaye de les envoyer à droite à gauche. Et surtout, j'essaye je leur offre toujours un ou deux livres, de leur dire la vie est ce que l'homme a inventé le plus beau. Il ne faut pas la gâcher. Il faut la vivre à plein temps. Ma première campagne, je l'ai faite avec Jacques Prévert. Jacques Prévert, peu de gens le savent, il a fait des collages très extraordinaires, hein, qui exprimaient la douleur, la violence. Et moi, mon premier budget était pour un laboratoire pharmaceutique, Roussel, qui lançait un médicament qui s'appelait le Glyphanan, qui était un médicament antidouleur extrêmement violent, extrêmement actif. Et à l'époque, la publicité médicale, elle se limitait à avoir un recto-verso. Sur le recto, il fallait une image culturelle. Sur le verso, on n'avait pas le droit d'avoir de slogan ou de vanter le produit. On avait simplement le droit de dire l'efficacité du produit, la description du produit, la composition du produit. Et on envoyait ça tous les mois au médecin, donc c'était comme des cartes postales, hein, une par mois, et on avait des séries de 6 mois. Et donc, l'agence où j'ai démarré, qui s'appelait Delpire, qui était l'agence qui avait le budget Citroën, et moi je rachèterai l'agence d'ailleurs 7 ou 8 ans après, comme ça que RSCG va naître, etc., et va se développer. Et donc, le patron de l'agence, Bob Delpire, me dit, écoute, trouve-moi une idée. Et moi, je lui dis, écoute, je réfléchis pendant une journée, je lui dis, on pourrait prendre les collages de Prévert. Il me dit, c'est formidable, tu connais Prévert? Je dis, mais non, va chercher Prévert. Je fais le pied de grue chez lui pendant 2 ou 3 jours. Il a fini par ouvrir et puis ça l'a fait marrer. Il m'a dit d'accord, je la fais, mais ces collages, je vais les faire avec toi. Il était très seul. Hein. Il n'était pas marié. C'était la fin de sa vie. Il était un peu gêné aux entournures parce que tu sais, le cinéma à l'époque, ça rapportait pas ce que ça rapporte aujourd'hui. Il n'avait pas écrit de livre depuis quelques années, et donc il était ravi d'avoir le pécule de la publicité. Moi, je me battais pour que le laboratoire le paye le prix que ça méritait. Bon. Et je me souviens qu'un jour, on finissait par déjeuner ensemble, c'est lui qui faisait la cuisine. Il me dit, va me chercher un petit Robert. Moi, j'ai des 104, je vais chez le libraire, j'achète un petit Robert. Je dis, mais c'est curieux qu'il ait besoin d'un petit Robert. Je ramène le petit Robert, il me dit, espèce d'imbécile, c'est un camembert, petit Robert, qu'il fallait chercher un dictionnaire. Le dictionnaire, c'est moi. Et quand je l'ai quitté, après cette semaine, il m'a dit une phrase qui borde ma vie. Il m'a dit, il y a ceux qui croient, croire, et ceux qui croient. Eh bien, moi, je rêve que la France ne soit pas un pays de corbeaux, un corbeau de croix, mais soit un pays d'aigles, comme Napoléon, ou de colombes, comme Picasso. Il n'y a que ceux qui croient en eux qui peuvent faire que l'on croit à notre tour en eux. Si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Tu vas être le premier à croire en toi. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas d'orgueil non plus de ça. Hein. Moi, je pense que l'équilibre de la vie, c'est de n'avoir ni de complexe de supériorité. Moi, je ne me prends pas pour le meilleur publicitaire français. Il y en a 50 qui sont meilleurs que moi. Je suis celui qui parle le plus, celui qui écrit le plus. Alors, c'est peut-être pour ça que je suis un peu plus connu. Mais je ne suis pas absolument... La révolution de la publicité, elle a été faite avant moi. Mais je n'ai pas de complexe d'infériorité non plus. Moi, quand je dis une connerie comme la Rolex, je ne vais pas mourir parce que j'ai dit une connerie. Je dis oui, c'est une connerie, je me flanquer une gifle. On passe à autre chose. C'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je crois, c'est pas ce que je pense. Ce qui compte finalement, ce sont mes pensées profondes. C'est pas des mots qui peuvent m'échapper, puisque comme moi je parle en slogan sans faire exprès, c'est plus fort que moi. Donc tu m'interroges, il y a un slogan qui jaillit. Je l'ai montré il y a 1 seconde. Bon, voilà, donc voilà. Moi, je n'ai pas de notion de peur parce que j'attends que l'accident arrive. Et j'ai peur après. Mais
je traverse la vie en toute confiance. Déjà, je donne ma confiance spontanément aux gens. La première fois que je t'ai vu, je te donnais spontanément ma confiance. Quand je suis déçu, je ferme le rideau de fer. Et puis quand la confiance dure, elle devient finalement de l'amitié. Et c'est le bonheur, c'est le sel de la vie. Donc, je n'ai pas de grande peur. Évidemment, je suis comme tous les pères, j'ai 5 enfants. J'ai 5 fois plus peur qu'un père qui n'en a qu'un. Bon, mais il faut oublier ça, il ne faut pas penser à ça. Je n'ai pas la peur de vieillir. Je ne pense pas à la mort. À quoi sert-il de penser à la mort? Puisque de toute façon, il n'y a rien après. Donc, c'est le vide. Donc, je ne vois pas pourquoi on penserait au vide. Je ne vois pas pourquoi il faut se mettre dans la tête l'idée stupide qui est de mourir. On va tous mourir. Il faut seulement demander à Dieu de me laisser mourir dans mon lit. Puis si je ne peux pas le faire, tant pis. On fera comme on pourra. Donc, je n'ai pas cette angoisse-là. Je n'ai pas peur non plus que mes enfants aient une vie moins belle que celle que nous avons eue aujourd'hui. Je pense que même si les Gilets jaunes pensent le contraire, et même s'ils ont raison, pour beaucoup de penser le contraire, parce que cette inégalité est insupportable, et c'est bien d'ailleurs qu'il l'a révélé, sauf qu'il n'aurait pas dû le faire en acceptant que les casseurs se mélangent à eux, c'est là où ils ont dérapé. Mais je pense que déjà, le pouvoir d'achat en France a doublé ces 20 dernières années. Il a doublé, et il va doubler dans les 10 années prochaines qui vont venir. Il ne faut pas croire que la France est un petit pays, etc. C'est la 6e puissance du monde. Et d'ailleurs, même notre économie se redresse. On est parti en croissance. On va faire 1,5 de croissance cette année, alors que l'Europe reste à 1%. Donc, on est le premier pays, avec l'Espagne et le Portugal, les premiers pays d'Europe qui marchent. Donc, il faut y croire. Hein. Il faut croire en son pays, comme tu crois en toi, comme tu crois à ton métier. Il faut croire. Alors la grande peur, c'est la folie des hommes. Voilà, quand je pense que la NASA est en train d'inventer des robots tueurs. Je raconte ça dans mon livre, hein, Le diable s'habille en GAFA. C'est des mastodontes de 2 mètres de haut, carrés, qui peuvent fonctionner en même temps dans les airs, sur Terre, en mer. Ça n'a aucune importance. Où qu'ils soient, ils domptent l'élément. Ils sont chargés parce qu'on va appeler ça de munitions, qui détruisent tout à 3 km à la ronde. Bon. Et ils sont à 360 degrés, c'est-à-dire qu'ils tirent des 4 côtés à la fois. Ils n'ont besoin de personne sur le terrain. Donc c'est une armée sans soldats. C'est une armée sans peur. C'est une armée sans conscience. C'est une armée sans cimetière. Il n'y a même plus de notion de guerre. C'est une armée de dollars, parce que ça coûte évidemment une fortune. Donc c'est ceux qui pourront mettre le plus de dollars sur la table qui demain gagneront la guerre. C'est ça qui me fait peur. Moi, mon arrière-grand-père est mort à Verdun. Mon père, qui a fait la guerre de 40 et puis qui était le médecin des résistants, a failli 10 fois être pris par la Gestapo et ne pas rester. Et moi, je suis comme un investi, je suis allé faire 28 mois de service militaire, dont une grande partie en Algérie. Donc, j'ai été percé par la guerre. Mais par bonheur, vous, votre génération, vous ne connaissez pas la guerre. Donc, profitez de ça et n'oubliez jamais que la plus grande folie des hommes, c'est la guerre. Voilà. Faites l'amour, pas la guerre. On est à l'ère du contenu. Hein. Moi, j'ai connu le siècle du contenant. Il fallait remplir les tuyaux, etc. On faisait des petits spots qui duraient 30 secondes, qui même pas fini à 20 secondes, même à 15 secondes, donc il n'y avait plus rien sur l'écran. Aujourd'hui, on est dans les temps longs. Les films font 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, certains même 15 minutes. Donc, on peut s'exprimer et il y a un besoin en contenu, en message, qui va être multiplié par 100. Dans il y a
de nouvelles plateformes qui se construisent, tellement il y a de nouvelles télévisions qui s'inventent, de nouvelles chaînes de radio, de nouveaux journaux, etc. Donc il y a une telle, plus les réseaux sociaux qui véhiculent tout ça, hélas, hein, qui charrient ça avec beaucoup d'ordures, et il serait temps qu'on y mette de l'ordre et qu'on les filtre. C'est pour ça qu'il faut, c'est ce que j'explique dans mon livre, contre les GAFA, c'est pour ça qu'il faut absolument que nos gouvernements se mobilisent, et d'ailleurs Emmanuel Macron le fait, et l'Europe le fait, pour qu'on nettoie ces écuries d'augias. Les fake news, c'est la fin de la communication. Si on ne sait plus où est l'info, où est l'intox, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de crédibilité des journalistes, tout ce que tu pourras faire ne servira à rien. La publicité elle-même ne devient même plus crédible, c'est-à-dire que c'est la mort de la démocratie. Donc il faut arrêter avec ça, c'est extrêmement grave. Peut-être que ma plus grande peur, c'est celle-là. Ton documentaire, c'est le documentaire du fond même de la vie, qui est de croire en soi, de croire dans les autres, de croire dans le futur, de croire dans le passé, qui nous apporte aussi les choses. Il faut de même que la multicuriosité existe, il faut avoir une multi-croyance. Il faut croire en tout. Et plus tu crois en les choses, plus tu te passionnes pour eux, parce que finalement, croire, c'est la passion. Croire, c'est l'abnégation. Croire c'est finalement tout faire pour que sa croyance, convertir les autres à sa croyance, ou se convertir à une autre croyance. Donc, c'est vraiment le sens de la vie. Qu'est-ce qui nous différencie des robots? Ben, nous, on croit, pas eux. D'ailleurs, Goethe disait, si les singes s'ennuyaient, ils deviendraient des hommes. Parce que qu'est-ce qui nous différencie des singes et des robots? C'est que nous, on s'ennuie, mais c'est que nous, on croit. Et la grande différence entre les êtres vivants que nous sommes et l'ensemble du reste de la nature, c'est que nous avons des croyances, parfois trop, qui parfois nous opposent. Et c'est le drame des guerres de religion, vieilles comme Hérode, et qui n'ont pas fini de s'écharper et de ruiner le monde. Mais ça fait rien. Il faut y croire. Donc moi, je titrerai mon message crise de foi.